L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, entre deux voyages, nous sommes avec Jacques Attali et avec Perrine Tarnot. Jacques Attali, je disais deux voyages, parce que c'est vrai que vous revenez de Jérusalem, vous avez dirigé le concerto en sol de Ravel, et il y a peu de responsables politiques, en tout cas d'intellectuels, qui puissent avoir un spectre aussi large. Avant que nous plongions dans Diderot, vous qui êtes l'auteur du fameux rapport dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, est-ce que vous avez le sentiment, de l'extérieur, comme ça, en venant de voyage et entre deux réflexions, qu'on va enterrer le rapport gallois? Est-ce que c'est vraiment normal, dans le contexte économique global d'un monde que vous connaissez bien, d'enterrer un rapport sur la compétitivité? C'est curieux cette discussion que tout le monde a en ce moment en France, parce que on parle de savoir si on va enterrer un rapport dont personne ne connaît le contenu. Attendons d'avoir le contenu. Le contenu général, c'est le transfert des charges. Non, justement, c'est comme si on réduisait le rapport de la commission que j'ai présidée à la question des taxis. Enfin, c'est aussi limitatif. Le transfert des charges, c'est une des dimensions qui d'ailleurs se trouvait aussi dans notre rapport. Donc je pense qu'en toute logique, on devrait trouver dans le rapport de Louis Gallois énormément de choses qui étaient aussi dans le rapport de ma commission, qui était très vaste, avec beaucoup de réflexions, c'est donc la même chose. Donc tout ça reste d'une extrême actualité. Le transfert des charges... Il y a quand même des choses qui sortent, Jacques Attali, les transferts des charges, les 35 heures qu'il faudrait remettre en cause fondamentalement. Mais je ne sais pas, moi. Tant que j'ai pas lu, je connais assez bien la façon dont les fausses nouvelles peuvent se répandre, et puis on sait très bien qu'une fausse nouvelle est une nouvelle et un démenti est une autre nouvelle. Donc c'est comme ça qu'on nous... Donc prudence, ce matin prudence. Non, c'est pas une question de prudence. Je réponds à votre question en disant que tout ce qui était dans mon rapport continue, dans notre rapport, c'est un rapport bipartisan, continue à être d'actualité. Transfert des charges, restructuration de l'appareil d'État, progrès sur l'enseignement primaire, surtout formation professionnelle des chômeurs et des gens menacés de perdre leur emploi, comme on le voit à PSA aujourd'hui. Tout ça, c'est d'une extrême actualité. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le rapport. Mais le choc lui-même, qui a été, par exemple, puisque vous aimez bien, et c'est normal, les intellectuels, ce que réclame Jean-Paul Agon, qui est prof à Harvard depuis des années, qui a conseillé Hollande, c'est qu'il faut que ce choc ait lieu. Est-ce que vous... C'est Philippe Aguillon, et Philippe était dans la commission. Mais alors, est-ce que vous êtes pour ce choc? Mais ce choc était proposé par ma commission, donc je ne peux pas être contre. La seule chose que je peux dire, c'est que ce choc, comme on dit maintenant, est en fait l'équivalent d'une dévaluation, puisqu'on n'a pas de dévaluation à l'intérieur de l'euro. Donc il faut le faire. Mais une dévaluation en soi, ça suffit pas. Si on fait que ça et pas les réformes de structure, on n'a rien. Donc le premier choc, c'est la prise de conscience que nous sommes en train de dévisser. Et une fois qu'on a fait cette prise de conscience, il faut sûrement un programme de long terme, mais qui suppose aussi évidemment des mesures de ce genre immédiatement. François Hollande a parlé hier non pas de choc de compétitivité, mais de pacte de compétitivité, et qui se fera dans le temps. Alors au-delà de la question de sémantique, est-ce qu'on a vraiment le temps d'attendre ? Mais si on fait des choses dans le temps, ça ne veut pas forcément dire qu'on attend, ça veut dire qu'on fait des choses qui sont entêtées et durables. Par exemple, réformer l'école primaire, c'est fondamental, c'est une condition de la compétitivité. Réformer la recherche dans les entreprises, c'est fondamental, mais ça ne se fera pas en 20 minutes. Alors, dire qu'on le fait dans le temps, ça veut pas forcément, ça peut vouloir dire qu'on retarde, ça serait une catastrophe. Mais ça veut aussi pouvoir dire qu'on fera ça pendant de longues années. Et je voudrais l'entendre comme ça aujourd'hui. Même si le mot pacte évoque l'idée d'un accord des partenaires sociaux, ce que le président de la République a dit hier, et qui est sans doute nécessaire, mais à un certain moment, c'est vrai qu'il faut non pas tout faire, mais au moins commencer. Et je pense que le moment est venu de commencer. Si vous regardez aujourd'hui... moi, j'ai trouvé le discours du président de la République excellent hier. La question maintenant, c'est de savoir quand ça commence et qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant, on verra bien dans quelques jours. Mais si ensuite on nous annonce ce rapport est intéressant, on va l'étudier, on va le soumettre aux partenaires sociaux, revoyons-nous dans 6 mois, non, ce serait... On peut d'ailleurs se poser la question de l'utilité de ces rapports extérieurs à l'exécutif, au gouvernement, tant ils sont dézingués aussitôt par les majorités en place. Dézingués, moi j'avais... Vous aviez connu ça avec la majorité de droite quand vous avez fait votre rapport sur la croissance pour Nicolas Sarkozy. La majorité de droite avait dit on n'est pas dans la République des experts, et j'avais répondu il préfère la République des imbéciles. Mais en effet... On est un peu dans le même niveau de débat aujourd'hui. Oui, un peu. Avec le rapport Gallois. C'est encore plus bas, puisque certains désinguent rapports qui n'existent pas encore. Donc, attendons. Je pense que ces rapports ont un intérêt, c'est que nous, à qui on nous demande ce genre de choses, nous sommes là pour dire ce qui est nécessaire aux prochaines générations, indépendamment des contraintes politiques immédiates. Après, les politiques prennent leurs responsabilités. Moi, le rapport que j'ai rendu de cette commission, les deux rapports de ces deux commissions, je considère qu'ils sont d'une extrême actualité. Je considère que si on les avait appliqués à l'époque, le pays ne serait pas du tout dans la crise actuelle. On serait sorti, on n'aurait plus
de risque sur la dette et on aurait entamé une voie vers la modernité. Que d'ailleurs, il faut voir, les Grecs, les Espagnols, les Italiens, les Allemands ont commencé à prendre. Nous sommes un des derniers pays à Mais penser sans à beaucoup d'effets, s'informer. notamment en Espagne, sur la croissance. Non, mais ça, justement, Ouais. c'est là où on rejoint votre question précédente sur la longueur. Ça prend du temps à faire des effets. Et c'est pour ça qu'il faut commencer. Il ne faut pas attendre. C'est pas des effets immédiats. C'est un pays à bouger. C'est comme un immense bateau à faire tourner. Donc, l'Espagne, lui, ça ne fait pas d'effet. Savez-vous que le déficit extérieur de l'Espagne, avec la France, s'est réduit de 6 milliards depuis 6 mois? Ça veut dire que l'Espagne va beaucoup mieux que la France. Sa situation de compétitivité s'est améliorée. L'Espagne va mieux comparé à la France. Mais on a Donc ici, l'impression- la prudence, ouais. c'est le drame. La trop grande prudence, ce serait le drame. Oui, il ne faut pas faire de procès d'intention, mais la trop grande prudence serait le drame. Et Ou le encore des procès tabous à oh. gauche, pardon, Non, Guillaume, mais- encore des tabous à gauche, peut-être, notamment sur le coût du travail. Non, mais maintenant, tout le monde reconnaît que le coût du travail est trop élevé. C'est une absurde, personne ne peut le nier. Mais en même temps, le coût du travail, c'est pas la seule chose. Encore une fois, c'est comme une dévaluation. Évidemment qu'il faut réduire le coût du travail. Moi, je suis partisan de ce qu'on a appelé la TVA sociale et que je préfère appeler, comme on le fait en allemand, d'évaluation fiscale. Je suis partisan de ça. Je pense qu'il faut le faire. Maintenant, si on ne le fait pas, ce serait dommage. Mais si on le fait, en mathématiques, on dit que c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Justement, dans le livre, vous parlez évidemment non seulement de Diderot, mais beaucoup du rôle des intellectuels dans la vie sociale, politique et historique. On va y arriver dans une seconde. Mais le procès, parce que vous avez quand même bien connu l'expérience de 80, et puis une autre expérience de gauche est née il y a 6 mois. Il y a un procès dans les journaux encore ce matin, pourquoi il n'y arrive pas concernant Hérault, hier Le Monde, Amateurisme, le matin même Libération. Est-ce que vous pouvez faire une analogie avec ce qui s'est passé en 80 ? Est-ce que ce procès est un procès justifié, car cette fois-ci, il ne vient pas simplement des médias de droite, le Figaro ce matin, mais il vient aussi de Libération, Le Monde hier après-midi. Est-ce que ce sont des amateurs? Non, ce ne sont pas des amateurs. Jean-Marc Ayrault a été maire pendant très longtemps d'une très grande ville. Il a remarquablement géré sa ville. C'est un administrateur de très grand talent, donc on ne peut pas dire des choses pareilles. La situation est très complexe. Pour ma part, je pense qu'il y a de grandes différences avec 81. En 81, quand nous sommes arrivés aux affaires, nous avions eu le temps de réfléchir à un programme extrêmement détaillé, avec une réflexion très approfondie, avec des réformes de structure majeures qu'on a fait en 3 mois. Et après, on a digéré ces réformes. Et quand on a parlé d'un tournant en 83, il n'y a pas eu de tournant en 83, puisqu'aucune des réformes de structure de 81 n'a été remise en cause. Mais là, c'est un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'abord des petites choses de gestion, et les grandes réformes de structure sont encore devant. Et n'ont pas Enfin, été... les lois retoquées par le Conseil constitutionnel, Bon, c'est des choses... retoquées, c'est un détail, oui. Bah, Mais, c'est un détail, non. c'est le Parlement qui a fait une erreur de gestion. Ça, on ne peut pas faire un procès en disant que c'est de l'amateurisme à cause de ça. Donc je pense que ce qui a manqué, et ce qui manque encore aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de grandes réformes de structure qui se trouvent dans mon rapport ou dans celui, j'espère, de Louis Gallois. Et peut-être un manque de lisibilité sur l'action gouvernementale, de cap. Oui, il est important aujourd'hui, il faut sortir de l'ambiguïté à un moment. Et c'est plus difficile aujourd'hui qu'en 80. Parce que sortir de l'ambiguïté, ça veut dire d'abord clairement dire, est-ce que je suis... Et pourquoi François Hollande ne sort pas de cette ambiguïté-là? Qu'est-ce qui coince? Écoutez, je ne suis pas son porte-parole. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de fixer un cap par rapport à l'Europe. Et si on n'accepte pas une Europe fédérale, on va dans le mur. Si on accepte une Europe fédérale, ça remet en cause beaucoup de choses en matière de souveraineté nationale, de démocratie européenne à construire, etc. Il faut le dire. Je pense que c'est ça qui est difficile à dire aujourd'hui. Pourquoi Diderot? Diderot, parce que C'est c'est... bizarre dans les interviews politiques du matin, mais c'est important, puisque Oui, effectivement, parce que on est à la préfiguration de ce que va être la Révolution française. Tout le monde connaît L'encyclopédie. l'encyclopédie, le neveu de Rameau, C'est Jacques Le Fatiste. Pourquoi tout d'un coup vous sortez, vous exhumez Diderot? C'est un immense personnage. Le hasard veut, j'avais commencé cette biographie avant de me rendre compte que l'année prochaine était le tricentenaire de sa naissance. C'est un immense personnage, plus important que Voltaire ou Rousseau, qui a été non seulement l'organisateur de l'encyclopédie, mais le vrai concepteur de la théorie des droits de l'homme, le grand penseur prémonitoire de la Révolution française, celui qui, 15 ans avant la Révolution, dit au roi dans une lettre secrète où vous allez trancher dans la réforme, où c'est le peuple qui va utiliser le même couteau pour vous trancher la tête, ce qui était quand même assez prémonitoire. C'est aussi l'inventeur de la lettre d'amour moderne, c'est le réinventeur du théâtre et du roman. C'est quelqu'un qui a joué un rôle, c'est aussi l'inventeur de la critique d'art, puisque c'est le premier critique d'art historiquement daté comme tel, et qui fait une critique d'art d'une lucidité extrême pour son temps. C'est donc un personnage immense, et en même temps c'est une façon de décrire une période qui ressemble beaucoup à la nôtre. La Chine est alors la première puissance du monde, la première puissance de l'Europe
de l'Occident est en train de disparaître. C'était pas les États-Unis, c'était les Pays-Bas, remplacés par une autre qui sont la Grande-Bretagne. Énormément de progrès techniques nouveaux. Il écrit quelque chose qui ressemble à Wikipédia aujourd'hui. C'est vraiment une période qui ressemble beaucoup à la nôtre. Et dans le cas particulier de la France, c'est aussi une période qui ressemble à la nôtre en la mesure où il y a des rentes, il y a des blocages, il y a des élites qui refusent de changer, il y a des rapports Mais de différentes natures. Et la réforme n'a pas lieu et c'est la révolution. Ce qui est intéressant, c'est très détaillé. Par exemple, vous avez des conversations, enfin, vous réexhumez les conversations entre d'Alembert et Diderot sur des histoires d'argent où il dit, moi, les articles, je continuerai à les écrire si je suis augmenté. Donc, il y a à la fois... Je raconte la vie. Je pense que il y a à la fois le fond et en même temps des détails, mais ce qu'on perçoit à travers tout ça, et on va revenir parce que Perrine terminera avec Jean-François Copé et François Fillon pour qu'on ait un peu votre sentiment. Mais il y a quand même dans ça et dans ce que vous faites souvent la nostalgie qu'on n'écoute pas vraiment les intellectuels. Non, si. J'adore écrire des biographies. D'accord, mais il y a aussi cette nostalgie, puisqu'on vient de parler des rapports. Non, écoutez, j'ai eu le privilège, je ne peux pas me plaindre, j'ai eu le privilège d'être un conseiller très écouté du président de la République pendant 10 ans. J'ai eu l'idée d'une banque internationale, je l'ai faite. J'ai eu l'idée de plusieurs, je ne vais pas me vanter de différentes choses qui sont issues de à quoi j'ai réfléchi. Non, je n'ai pas à me plaindre. Mais je parle pas de vous, les intellectuels, ce n'est pas que Jacques Attali. Mais moi, je pense qu'un intellectuel qui veut être écouté, il doit mettre le pied dans l'action. Un intellectuel qui parle à Saint-Germain, ça n'a aucun intérêt. Un intellectuel qui veut agir, il doit aller agir sur le terrain. Et c'est ce que je fais. Copé Fillon, dernier point. Oui, je voulais juste peut-être une question sur Diderot. Vous dites si les réformes n'ont pas lieu, c'est la révolution. C'est ce qui pend au nez de l'actuel gouvernement. De la France. De la France, de la France, je ne dis pas au gouvernement. Je ne sais pas si ça prendra 6 mois, 1 an, 10 ans, mais oui, sans aucun doute. Mais d'ailleurs, on voit bien. La Grèce est en pleine révolution. Or, l'Espagne commence à ressembler à la Grèce, l'Italie commence à ressembler à l'Espagne, et la France va ressembler à l'Italie. Et tous ces pays, s'il n'y a pas des réformes de structure, s'il n'y a pas une construction européenne rapide, iront vers la révolution. Parce que qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une augmentation de la dette publique en même temps qu'une augmentation du chômage. Il y aura un vrai désespoir. Et Diderot, de ce point de vue, est fascinant parce qu'il est à la fois extrêmement lucide et en même temps extrêmement optimiste, ce qui est assez mon cas. Copé Fillon, dernier point. Vous avez suivi le débat hier soir, Jacques Attali? Non. Par manque d'intérêt? Non, il peut m'arriver d'avoir mieux à faire. Vous avez une préférence pour le futur leader de la droite? On m'a posé la question, on m'a demandé récemment, est-ce que je suis Copé ou Fillon? Et j'ai répondu, coupé, virgule, Fillon. Blanc, bonnet blanc. Pardon. Fondamentalement, vous restez un homme de gauche. Oui, bien sûr, je suis un homme de gauche, j'ai toujours été un homme de gauche. Nicolas Sarkozy est un ami personnel qui a eu la gentillesse de me demander. D'ailleurs, c'est plutôt François Fillon qui a eu l'idée de me confier cette présidence de commission. Et Nicolas Sarkozy s'y est rallié. Donc je leur suis. Ils m'ont laissé une totale liberté, sachant très bien qui j'étais. Je n'ai jamais voté pour Nicolas Sarkozy, ni la première ni la deuxième fois. Mais ils m'ont laissé très libre de faire ce travail. Je l'ai fait aussi honnêtement possible. Je reste un homme de gauche et quelqu'un qui essaye à la fois d'écrire et d'agir. Merci Jacques Attali, chez Fayard, dans une série qui est une grande série sur les biographies. Donc il s'agit de Diderot ou le bonheur de penser. Perrine, merci 1000 fois. Merci mille. Bon week-end à vous et bonne journée Jacques Attali. Merci.